j'ai des tremblements. Je fais ça, ça me fait ça chaque fois. Le sujet est tellement atroce. Vous savez, tous les crimes qu'il y a derrière ça, c'est épouvantable. Et je crois que c'est en train d'être attentif. Hein. Je suis toujours bouleversée quand je fais ce genre de conférence. Et c'est pas une partie de plaisir de travailler sur ce sujet, mais ça va, bon, je ne veux pas me plaindre. Est-ce que vous avez des questions à poser? Peut-être. Plein? Oui, de toute façon, ils en viennent, ils le disent, ils disent pas pédophile, ils disent sexe intergénérationnel. Donc c'est clair que oui, c'est dans les tuyaux. C'est dans les tuyaux. Ça. Il y a eu des tentatives en Hollande, je crois, qui ont soulevé un tollé. Mais là, je pense qu'ils vont revenir à la charge, mais que le tollé contraire qui est en train de prendre de l'ampleur. Je pense qu'on n'a pas travaillé pour rien. Moi, ça fait 30 ans que j'ai découvert ces horreurs, à peu près. Non, ça fait un peu moins de 30 ans. Mais enfin, ça fait déjà une paire de décennies. Et alors, Judith est morte maintenant. Hein. Judith Reisman, elle est morte il y a 2 ans. Elle est morte à sa table de travail, elle venait de terminer. Elle m'avait envoyé 2 jours avant son... J'ai retrouvé dans ma boîte aux lettres un courriel qui date de 2 jours avant sa mort, où elle me dit, voilà mon dernier travail, et je vais le mettre en ligne. Voilà. Les tentatives de légaliser la pédophilie sont en train de perdre, de reculer, quoi. Parce que la vérité est en train d'éclater. La vérité est en train d'éclater partout. Judith m'avait dit à différentes reprises qu'elle était désespérée. Enfin, elle était désespérée. Elle avait des moments de désespoir, elle avait des moments de découragement. Elle disait, on ne va pas y arriver, on ne va pas y arriver. Et je lui disais, mais si, tu vas voir, on va y arriver, parce que les choses vont se retourner. Et vraiment, les choses sont véritablement en train de se retourner maintenant. Notamment, il y a en Belgique un programme de sexualité à l'école. Alors, j'ai fait 2 conférences en Belgique récemment. J'ai vu que ça bougeait beaucoup dans les rangs, et j'ai vu qu'il y a des parents, des professeurs, même des médecins, même des profs. Il va falloir un jour que les profs se réveillent. Moi, je ne veux pas tirer sur les profs en disant que c'est de leur faute, mais c'est vrai que ça passe par eux également. Donc il faut que les profs se réveillent, et que les profs se réveillent, ça va impliquer, il va y avoir du sang sur les murs dans les classes, mais ça va secouer, ça va être violent. Ça va être violent. Moi, j'avais rencontré des profs qui me disaient non, mais c'est très bien, moi je trouve que le mariage pour tous, sur le plan philosophique, je trouve ça très bien. Je dis bon, c'est bien, ton gamin, là, je peux le prendre en vacances. Il y a 2 homosexuels chez moi qui font un petit camp de vacances l'été, tu me confies ton gamin. Il me dit jamais, je lui dis pourquoi? Parce que les autres, c'est bon, pas le tien. C'est quoi ce truc? Alors il avait un langage comme prof, et puis comme père, il en avait un autre. Hein? Donc c'est pareil, les gendarmes qui viennent chercher les enfants dans les familles, ils ont des enfants aussi. Un jour, il y a un truc qui va péter. Un jour, il y a un truc qui va péter. Vous savez, c'est des gendarmes qui viennent chercher les enfants dans les familles. Les suicides de policiers et de gendarmes, ça devient un phénomène de société. Il y en a qui démissionnent, il y en a qui se suicident, il y en a qui font des dépressions, il y en a qui se mettent en congé. Il va falloir réagir. Et vous savez pourquoi? Alors, pourquoi est-ce que les pays africains, par exemple, réagissent de façon très virulente à ces choses-là? C'est parce qu'ils n'ont pas eu la vague d'ingénierie sociale à laquelle nous, on a été confrontés. Et maintenant, notamment le gouvernement français, il arrive en Afrique avec ses gros sabots en vendant le truc LGBT, ils s'en recevra avec des tomates, et la prochaine fois, ça sera plus dur que des tomates. Hein. Je ne sais pas si c'est des tomates ou simplement des mangues ou autre chose, mais ça passe pas en Afrique. J'ai vu qu'au Mexique, ça passe pas non plus. Il y a eu récemment une école mexicaine qui a fait un grand feu dans la cour de récré avec les bouquins qu'ils ont trouvés à la bibliothèque. Judith m'a expliqué qu'aux États-Unis, il y a une loi qui s'appelle l'exception d'obscénité. Vous avez le premier amendement en Amérique qui vous autorise à dire ce que vous voulez, sauf si c'est contraire aux bonnes mœurs, etc. Donc ça veut dire que vous avez le droit de tout dire, mais vous ne pouvez pas faire circuler du matériel pornographique. Sauf si le matériel pornographique a une utilité pédagogique. Alors, vous n'avez pas le droit de vendre du matériel pornographique, sauf à la bibliothèque des écoles. Et c'est là qu'on le trouve. Vous croyez que ça va durer longtemps, cette histoire? Vous croyez que ça va durer longtemps? Donc Judith est morte, elle verra pas la malheureuse, la victoire de son combat, mais elle a mené ça toute seule, elle était haute comme ça. Elle a mené ça toute seule. Le président Reagan, quand il a eu vent de ce qu'elle avait dit au congrès de sexologie de Jérusalem, il lui a débloqué un budget de plusieurs centaines de milliers de dollars pour qu'elle fasse une étude précisément pour mener à la fameuse, vous savez, son fameux appel, une enquête internationale.
il y a eu un tir de barrage contre elle. Tous les lobbies, alors le lobby porno et le lobby LGBT s'est dressé contre elle. Ils ont fait des campagnes diffamatoires absolument atroces contre elle. Vous savez, quand tous ces gens-là s'y mettent tous ensemble pour faire des campagnes de diffamation, de mensonges et tout, elle est restée droite comme un nid. Elle n'a jamais flanché. Elle était exceptionnelle, exceptionnelle. Et vous savez, ces gens-là, ils sont très très méchants. Ils sont très très méchants quand ça pas créé. Donc elle a été obligée d'abandonner son enquête. Et l'enquête n'a jamais été faite. L'enquête n'a jamais été faite. Et c'est sûr, et c'est certain que le but, c'est la légalisation de la pédophilie. Si on a le droit de tout faire en matière sexuelle, et qu'on reprend le bon docteur Kinsey qui dit un enfant traumatisé parce qu'il a eu une relation sexuelle avec un pédophile, c'est pas la relation, c'est pas le pédophile qui le traumatise, c'est sa mère qui lui a mis une paire de claques, ou c'est sa mère qui fait une histoire. Si c'est repris par des sexologues, si c'est repris par l'université, attendez, on va où? On va où? Moi, les sexologues, chaque fois que je les rencontre, dans des textes, dans des considérations sur des événements, ce sont des gens qui n'ont pas le sens commun. Et ils se réfèrent tous à Kinsey. Tous se réfèrent à Kinsey. Kinsey n'a jamais été remis en cause. Jamais. Et c'est un grand malade. Je voulais dire tout ça pour une dégénérescence de plus en plus grande de la société. C'est pas la dégénérescence, c'est la fin de la société. C'est une extermination. C'est une extermination. C'est une extermination. Parce que, vous savez, il y a eu un programme qui a été lancé en 1969. Alors, ça a fait l'objet d'une autre de mes conférences qui s'appelle « La pornographie est un agent absolument destructeur ». Destructeur. Donc on détruit par la pornographie, on détruit par la sexualisation des enfants dès la naissance. Un petit qui s'imagine que dès qu'il a le zizi qui s'émoustille, il faut qu'il saute sur la voisine. Je veux dire, c'est quoi la société qu'on se prépare? Qu'est-ce qu'on se prépare à une société? C'est effroyable, c'est effroyable. L'éducation a toujours consisté à enseigner à un enfant, à apprendre à un enfant à grandir, à devenir lui-même, à patienter, à savoir dire non, à différer les décisions. Tu n'y arrives pas aujourd'hui, tu y arriveras demain si tu fais des efforts. Tandis que maintenant, tu veux tout de suite, vas-y, serre-toi. C'est une destruction programmée de la personne. C'est une destruction de l'humanité. C'est vraiment la destruction de l'humanité. Et vous savez, j'ai dit un jour, le mot « faire l'amour » n'aura bientôt plus de sens pour toute une génération. Faire la quoi? Tu veux dire avoir du sexe? De longtemps on disait faire l'amour, maintenant non. C'est plus de l'amour. On se passe une envie, on se passe un besoin, qui a été programmé pour être déclenché. Donc c'est plus l'amour, c'est plus la joie, c'est plus le bonheur, c'est plus l'échange, c'est plus rien de tout ça. Et ça mène à la mort. Et là Shakespeare il a bien vu. Parce qu'en matière de pornographie, et ça Judith me l'a bien expliqué, la pornographie, c'est un cycle de toujours plus. C'est-à-dire que ce qui vous a excité aujourd'hui, demain, il en faut un poil plus. Puis après-demain, encore un poil plus. Et on passe de l'acte purement génital à les coups, la violence, la torture et après la mort. Et après la mort de plus en plus atroce. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce qu'on appelle les snuff movies. Vous avez des gens qui, pour s'exciter, achètent des films où on torture à mort des enfants. On ne peut pas les voir. Hein? On ne peut pas les voir. On nous parle de l'arrivée du film Song of Silence. Oui. Vous avez peut-être entendu parler, je voulais savoir si vous connaissiez. Il sort bientôt. Alors je ne l'ai pas vu comme... Je pense, Sound of Freedom, je pense qu'il faut voir ce film. Oui. Je pense qu'il faut voir ce film. Je ne suis pas du tout sûre de l'entière liberté des gens qui l'ont faite parce que je n'ai pas étudié qui ils sont. Voilà. Je sais que tout ce qui fait beaucoup de buzz, il faut a priori se méfier. Mais je pense que c'est un film qui fait état d'une réalité. Il y a un trafic mondial d'enfants épouvantable, abominable. Et vous savez où c'est le cœur du trafic d'enfants sur notre continent à nous? En Ukraine. En Ukraine. Et c'est ça qui est en train de tomber. C'est l'Ukraine. Il va sortir ce film? Oui, il va arriver. On le montre aux enfants, après ils le reproduisent. On le montre aux enfants, après ils le reproduisent. Attends, si vous voyez une petite fille qui se frotte et que vous lui assistez simplement la main, puis vous la retirez, c'est tout. Vous dites rien, vous ne faites pas de drame, ça s'arrête. Ça s'arrête. Il vous dit, ah, c'est bien ce que tu fais, vas-y, montre-moi. Attendez, une seconde, une éducation, c'est une éducation. Et moi, j'ai été à l'école maternelle, j'ai des bons souvenirs à l'école maternelle, aucun petit garçon m'a mis la main dans la culotte, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça va pas, non? Ça se faisait pas. Ça se faisait pas. Enfin, j'ai été une petite fille, vous avez été tous des petits enfants, on faisait ça de votre temps. Si les enfants le font maintenant, c'est parce qu'on leur montre. On leur montre.
regardez les programmes, regardez les programmes. Il faut absolument que ces programmes circulent, ils sont disponibles pour tout le monde. Le programme de l'OMS, le programme de comment s'appelle le BZGA. Le BZGA allemand, qui sert de référence à l'Europe. C'est clair que ce sont des adultes qui inculquent ça aux enfants. Et moi j'ai vu des films sur YouTube où on voit des institutrices montrent à des enfants, l'un devant l'autre, comment se masturber mutuellement. Mais c'est en Allemagne en plus que les crèches ont été ouvertes là. Une sorte de crèche pour mettre les enfants en fait dans le... Alors j'ai pas suivi, j'arrive pas à suivre tout. La sexualisation des enfants en fait dès le plus jeune âge. Alors, l'Allemagne n'est pas pionnière en la matière parce que c'est le programme de l'ONU, c'est le programme de l'UNESCO, c'est le programme de l'OMS, ce sont tous ces programmes. Donc l'Allemagne, pas plus que la Suisse, par exemple. La Suisse, elle a à un moment donné, il y a eu une bronca en Suisse parce qu'on a montré une mallette distribuée dans les écoles pour montrer... Alors ils avaient organisé des sexes en peluche. Alors il y avait un sexe masculin en peluche, un sexe féminin en peluche, et puis machin, et puis il fallait jouer. Non mais oh, ils sont malades quoi, ils sont malades. Mais pas plus en Allemagne qu'ailleurs. Je me souviens en 2014, un parent, un père, un couple, le père et la mère ont été mis en prison parce qu'ils ont interdit à leur fille d'aller au cours d'éducation sexuelle. La petite fille est revenue de l'école en pleurant, elle a expliqué à son père ce qu'on lui avait fait faire en cours de sexe. Le père a dit, je ne sais pas ce que c'était, mais enfin bon, des trucs explicites où la gamine ne voulait pas. Le père lui a interdit de retourner au cours d'éducation sexuelle, et il a fait savoir à la directrice de l'école qu'il l'a dit à la justice, qui a envoyé la police, et le gars est allé en prison. Voilà. Donc ça, l'Allemagne ne pas mettre tout le monde dans le même panier. Oui, madame. Oui, merci pour votre présentation. Et c'est ça. C'est le père, attendez, c'est le père qu'il faut réhabiliter. C'est le père qu'il faut réhabiliter. Absolument. Les féministes sont des criminels qui s'imaginent pouvoir faire rentrer dans la tête des gens que c'est le patriarcat l'ennemi. Le patriarcat, c'est notre allié. Parce que le père, quand il est encadré, et si le couple est véritablement, si la cellule familiale est complémentaire, si le père et la mère sont complémentaires, s'il y a une osmose entre l'un et l'autre, et que personne ne se mêle de leur intimité, on recrée une cellule protectrice. C'est ça. Protectrice. Et c'est effectivement la famille qui pose l'interdit. Et les féministes sont des criminels. Les féministes sont des criminels. Elles veulent le retour du matriarcat. Elles ne savent pas ce que c'est. Elles ne savent pas ce que c'est le matriarcat. C'est-à-dire qu'il faut encourager toute cette population. Ce n'est pas le fait que ça se fasse ou pas en cachette, c'est le fait que ça a été légalisé. C'est dans les droits sexuels, c'est dans le programme de l'ONU, on appelle ça le sexe transactionnel. Le sexe transactionnel, ça fait partie, vous savez, entre 0 et 4 ans, on va parler de la masturbation, du plaisir, etc. Puis quand on arrive à 18 ans, le sexe transactionnel. C'est plus faire la pute, c'est gagner sa vie par le sexe transactionnel. Alors attention, on va les prévenir, ça peut être dangereux, vous savez pourquoi? Parce qu'on peut attraper des maladies. Non mais attendez, il n'y a plus de morale, ils ont aboli la morale. Attendez, la morale c'est ce qui nous tient ensemble. S'il n'y a pas de morale, il n'y a pas de société. Il n'y a plus de référence. Non mais s'il n'y a pas de morale, il n'y a pas de société. On ne peut pas vivre ensemble si on n'a pas un socle commun de valeurs qu'on défend. Je veux dire, si l'un dit voler c'est très très mal et que l'autre dit voler c'est très très bien, ils ne vont pas pouvoir vivre ensemble, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Donc le socle des valeurs, c'est ce qui est absolument renversé. Et la chose la plus grave, le renversement le plus grave, c'est le renversement de l'image du père. On efface les pères. Et aujourd'hui, les pères sont terrorisés par leurs enfants. C'est épouvantable. Moi, je dis, depuis que j'ai commencé à comprendre ça, je dis, debout les pères, debout les pères. Et vous, les femmes, soutenez vos maris, soutenez vos hommes. On a besoin de recréer des couples. J'habite dans Lyon. J'ai découvert que dans un rayon de 10 km autour de chez moi, on enlevait des enfants et qu'on leur faisait des misères et bientôt des atrocités. Enfin, j'ai découvert ça, ça m'a absolument donné des cauchemars. J'ai essayé je me suis renseignée du mieux que j'ai pu, je suis tombée sur des trucs tellement abominables, j'ai dit si je soulève le voile et que je le fais savoir, je prends une peau de banane, une flaque d'huile, une balle perdue, enfin bon, je ne vais pas survivre, quoi. Bon. Donc j'ai décidé de me tourner vers l'histoire. Et c'est comme ça que je suis tombée sur les réseaux pédocriminels. Ça m'a donné un livre, il s'appelle La Marche Rouge, alors j'ai quelques exemplaires ici. Et j'ai découvert que, en fait, et j'en ai parlé à des gens qui se battent contre les réseaux pédocriminels depuis des années, il y a une relation directe entre l'attirance pour les enfants, le satanisme et les sacrifices sanglants. C'est-à-dire, c'est une pente.
Au début, on est attiré par la beauté du petit, après on est attiré par le fait qu'il va faire ce qu'on dit, après qu'il n'était pas d'accord, etc., etc. Et ça se termine. Après, il y a une prise en charge du groupe. Vous voyez, on n'est pas sataniste tout seul. Ces gens se rencontrent après entre gens de la même affinité, des mêmes goûts. Et je vais donner dimanche prochain à Tarbes une conférence où je vous raconte ce que j'ai découvert sur ces réseaux-là en 1730, en France. Alors c'était sous couvert de miracles. On disait il y a des miracles à l'église de Saint-Médard à Paris. C'était des jansénistes qui étaient opposants je ne vais pas faire la conférence de la semaine prochaine, mais bon, en 2 mots, des opposants à l'autorité royale et à l'autorité de l'église, qui disaient chez nous, vous avez des gens qui arrivent malades et puis on leur donne des secours et ils sortent guéris, c'est miracle. Et en fait, pour qu'ils sortent guéris, ils commençaient par leur donner des gifles, après des coups de bûche, après des coups de poing, après des coups de poignard, puis après ça a été des tortures. Et toute la crème du jansénisme parlementaire, c'est-à-dire les hauts magistrats qui s'opposaient au roi, qui s'opposaient à l'archevêque, se rendaient à des séances de sadomasochisme dont je donne des détails, c'est juste épouvantable. C'est épouvantable. Donc ça existe depuis très longtemps. Ce qui est en train de se passer maintenant, ce que je comprends, c'est que l'énormité de ces réseaux, et c'est ce que va nous dire, je pense, le film Sound of Freedom, l'énormité de ces réseaux est en train d'être découverte. Et alors, il y a une première mondiale, historique mondiale, c'est que les pédophiles maintenant sont connus, alors qu'avant c'était un crime qui n'était jamais dénoncé. Moi, ce que j'ai découvert des atrocités commises sous l'Ancien Régime, notamment en 1750 et en 1760 à Paris, ça n'a jamais été dénoncé par qui que ce soit d'autre que moi. Jamais, alors que ça existait pendant des décennies. Donc pourquoi ? Ça a été le truc tabou. Il faut le recul de l'historien. L'historien, quand il commence à éplucher un paquet d'archives, les protagonistes ne vont pas lui dire arrête. Bon, c'est ce qui s'est passé. Moi, si j'avais voulu aller regarder les entrées et les sorties de jeunes dans les archives, dans les registres du département de Lyon dans les années 2010-2012, on va dire qu'on n'aurait pas laissé... nos successeurs, d'ici 50 ans, ils iront chercher et puis probablement ils trouveront. Donc ce que je voulais vous dire, cher monsieur, c'est que la chose existe depuis très longtemps, les crimes existent depuis très longtemps, les réseaux certainement existent depuis très longtemps. On vit à l'heure actuelle dans une configuration absolument inédite, c'est que c'est incessamment être su du grand public. Et la secousse se prépare. Et ça va être affreux. Parce que les crimes commis sont inouïs. Des gens normalement constitués ne peuvent pas supporter l'énoncé de certains crimes. Le simple énoncé. Et moi, quand on m'a dit The Sound of Freedom, j'ai dit, je vous laisse le regarder, moi je ne veux pas le voir. On m'a dit, non, c'est insupportable. C'est insoutenable. Vous avez des gens qui trouvent leur excitation et leur soulagement, le soulagement de leur excitation, à des atrocités commises sur les plus vulnérables d'entre nous, c'est-à-dire les enfants. C'est une épouvante. Et moi j'appelle ça le diable. Il y a des gens que ça choque, mais moi j'appelle ça le diable. Parce que moi je suis catholique, et le diable c'est quoi ? C'est le mal absolu. Je ne vois pas de plus absolu que ça. Ça n'a pas de rapport avec la franc-maçonnerie par hasard ? Comme s'ils ne se croisaient pas. Et tout ce qui est secret est bien gardé. Alors, en 1730, non. 1730, non, encore que les francs-maçons, en 1730, on commence à les voir arriver, mais ils n'ont pas l'importance qu'ils ont aujourd'hui. Non, mais tout ce qui est société secrète et bien organisée s'entend pour se couvrir. Alors, je ne veux pas de tous les francs-maçons, les pédophiles, bien évidemment. Mais il est évident que une organisation criminelle qui a besoin du secret, elle va se diriger vers ceux qui le tiennent le mieux, le secret. Ceux qui auront la gorge tranchée. Vous savez, le secret qui n'existe pas et que... On jure de ne pas révéler depuis 50 ans, 4 fois par an. Je vous dis, les choses vont sortir, elles sont en train de sortir. Je ne sais pas si on pourra faire tout sortir, mais c'est sans précédent dans l'histoire. On n'a jamais tenté de révéler ce qui est en cours de révélation en ce moment. Voilà. Je suis allée en Afrique, j'ai été invitée par des prêtres qui étaient en formation de séminaire, et un prêtre avait entendu ma conférence. Il dit venez parce que ces jeunes prêtres vont avoir affaire à des enfants, des adolescents, et la propagande sexualiste commence à s'immiscer également dans les séminaires. Et j'ai pris ces prêtres et j'aurais raconté ça, ils étaient scotchés. Et il y avait une dame qui était venue en disant, vous savez, maintenant on sait que les enfants sont sexuels des adolescents. J'ai dit, d'où vous sortez ça, madame ? Elle a sorti ça de ses cours. Et ses cours, elle les avait sortis où ? À l'université. Donc, je vous explique,
Toutes ces informations n'en sont pas. C'est l'imposture Kinsey. Les enfants ne sont pas sexuels dès la naissance. Vous savez ce qu'ils appellent le sexe dès la naissance? L'enfant, il rigole quand on le chatouille. Ben, il rigole parce qu'il est content que maman le chatouille. C'est pas parce qu'il a un sexe et qu'il a envie de baiser maman. Excusez-moi. Excusez-moi, là. Excusez-moi. Est-ce que l'institution catholique... Mais l'institution catholique... C'était ça. Elle accepte ça parce que c'est mondialement reconnu que les enfants sont sexuels dès la naissance. C'est passé partout. Attendez, il y a un moment où on devient collabo dans ces cas-là. Mais bien sûr. Donc mais bien sûr. Ça veut dire qu'ils sont eux-mêmes coupables. Oui. Mais notre travail, votre travail consiste à faire savoir que toutes ces informations, toutes ces politiques se réfèrent toutes à l'imposture Kinsey. Toutes. On ne peut pas envisager on ne peut pas laisser faire ces choses-là. Il reste des lois, il reste des choses qui me servent. L'attentat à la pudeur, le détournement de mineurs. Pourquoi est-ce que les parents ou les non-parents, les citoyens, ne se font pas des actions collectives pour attaquer? Je veux dire, mon gosse est revenu de l'école complètement traumatisé parce que vous lui avez montré des images de sodomie, vous allez en rendre compte. Ça s'appelle un attentat à la pudeur. Je ne pense pas que ces lois aient été abrogées. Je ne pense pas. Je pense qu'elles existent encore. Vous vous rendez compte, la pudeur est devenue un crime. C'est hallucinant. On retire le sexe de l'école et de la sphère publique. Il me semble quand même que rendre le sexe à la sphère privée, ça peut se défendre, non? Oui. Vous n'avez pas à vous occuper de ma vie sexuelle, ça ne vous regarde pas. Ne parlez pas de sexe aux enfants. Judith m'a dit, si ma fille vient voir en me disant « Maman, est-ce que le sexe, machin, etc. » je lui aurais dit « Range ta chambre et reviens dans quelques années. Va jouer. » On n'a pas à parler sexe aux enfants. Toute la base de ces horreurs, c'est Kinsey. Kinsey était un imposteur. Vous lisez le rapport Kinsey, c'est encore disponible. Vous regardez le tableau en question et vous regardez, c'est noir sur blanc. C'est noir sur blanc, c'est-à-dire que tout le monde peut le voir. Et vous savez, c'est le mensonge le plus éhonté, il est en pleine lumière, c'est comme il passe parce qu'il est en pleine lumière, enfin, c'est pas le secret. Judith m'a dit, c'est invraisemblable, le rapport Kinsey a dû être vendu à des millions d'exemplaires et personne ne l'a lu. Personne ne l'a vu. Donc, maintenant, on reprend les choses en main. Discuter de est-ce qu'il faut dire, est-ce qu'il faut comprendre aux parents. Arrêtez. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que le sexe ne regarde pas les enfants, le sexe ne regarde pas les pouvoirs publics. Mêlez-vous de vos affaires. Mêlez-vous de vos affaires. Alors, il peut y avoir des problèmes d'ordre médical, mais dans ce cas-là, c'est médical, c'est pas sexologique. La sexologie, on l'a vu, c'est bien défini, on va se servir de la science pour renverser la morale. Mais j'ai pas envie de vivre dans une société amorale, moi. Je suis désolée. Moi, j'ai pas envie de vivre dans une société où il n'y a pas de morale. Vous avez envie, vous, ça vous tente? C'est le roi de la jungle, c'est plus une société. La morale, c'est ce qui est bien et ce qui est mal. C'est ce qui est bien et ce qui est mal, c'est ce qui est collectivement reconnu comme tel. Ils veulent abolir la morale. Ça va être la foire d'empoigne. C'est la loi du plus fort. Là, pour cette génération, ça va être foutu avec TikTok. Empêcher la pornographie sur Internet, mais on peut empêcher un président des États-Unis d'utiliser Twitter, par exemple. Attendez, on nous pourchasse jusqu'en dans nos téléphones pour... moi, chaque fois, il y a certains sujets, je reçois des lettres d'information d'un certain nombre de gens, et puis j'ai au milieu un truc qui clignote, attention, complotiste, etc. On peut venir m'emmerder dans mon téléphone, et on ne peut pas interdire la pornographie. Non, mais vous plaisantez. On peut très bien l'interdire, on ne veut pas, c'est tout. Alors, oui, c'est ça que je voulais dire. Il y a une réponse à ça. Alors, je l'ai su par Judith Reisman, parce qu'elle s'est beaucoup intéressée au sujet. Il y a eu en Australie, il y a une vingtaine d'années, une enquête magistrale, énorme, qui a été faite sur des années, parce qu'il y avait eu des scandales pédophiles dans l'église catholique en Australie. Et les parents étaient tellement indignés, enfin bon, les petites filles, les petits garçons, tout le monde y passait. Donc une enquête a été menée qui est sortie du cadre purement australien et qui s'est faite sur le plan mondial. Et il est apparu, d'après cette enquête, que effectivement il y a de la pédophilie dans l'église et qu'elle touche, il avait dit, 4,5% des prêtres. Est-ce qu'on peut foutre la paix aux autres? Est-ce qu'on peut foutre la paix aux autres? Alors,
Le fait est, et ça je le tiens encore de Judith parce que c'est ma référence, hein, elle a consacré sa vie à ça, si on fait la même enquête dans l'éducation en Amérique, parce que l'enquête n'a pas été faite en France, en Amérique, c'est absolument hallucinant, c'est épidémique, les profs, les pions, les encadreurs, les infirmiers scolaires, il y a une épidémie de cadres maltraitants et violents hallucinants en Amérique. Alors foutez la paix. Alors ce que disait Judith, elle était juive, hein, bon, en tout cas elle était juive de naissance parce qu'elle s'est quand même beaucoup rapprochée des chrétiens, beaucoup, mais elle défendait pas une église en disant ça. Elle dit foutez la paix aux églises et elle a regardé ce qui se passe à l'éducation nationale en Amérique. Et là elle a fourni des chiffres. C'est hallucinant. Donc, il y a une réalité de la pédophilie dans l'Église, vous direz qu'il y en a une réalité dans le sport, vous direz qu'il y en a une réalité dans la justice, vous direz qu'il y en a une réalité partout. Et il y en a essentiellement là où il y a des enfants. Est-ce que vous croyez qu'il y a beaucoup de prêtres qui s'occupent des enfants par rapport aux profs de gym et par rapport aux profs de collège? Oui. Non, mais madame, si je puis me permettre, parce que ma question va corroborer un peu celle de madame. Moi, je me suis battu pendant longtemps contre les prêtres pédophiles, et j'en ai fait tomber un, c'est lourdement, je suis content. Voilà, ce qui me choque là-dedans, c'est que finalement, même si, comme vous semblez le dire, les prêtres sont moins, on va dire, éducateurs qu'ils l'ont été avant, ça reste quand même de grands influenceurs. Mais surtout, il y a l'omerta, il y a la démission totale des parents. Moi, j'ai assisté à des scènes épouvantables de prêtres qui avaient attouché plus d'une trentaine d'enfants. Et les parents les défendaient, alors qu'ils avaient touché leurs propres enfants. Parce que les parents se sentaient coupables de ne pas avoir... Donc voilà, donc il y a une histoire d'endoctrinement là-dedans, et je sais que ça continue, parce que même si je ne poursuis plus ces gens-là, je continue à m'intéresser au sujet, et ça continue. Et c'est une omerta qui est au moins aussi forte que celle qui risque de se passer dans nos écoles. Et nos écoles, là, on doit effectivement, à nous, parents et grands-parents, c'est à nous d'aller voir les directeurs des écoles, des infirmières, et de leur dire non, vous n'allez pas appliquer ce programme sur mes enfants. Et bien, ça doit être fait avec ces gens-là, et ça doit être fait dans le milieu aussi religieux. Oui. Voilà. Attention, en disant ça, je ne suis pas anti-religieux. Je voulais juste préciser ce petit point. Non, mais si vous confiez vos enfants... Vous savez ce que disait Judith par rapport à la pédophilie dans l'Église et à la pédophilie à l'éducation nationale? Elle disait un truc très sage. Elle dit la différence entre les uns et les autres, c'est que personne ne vous oblige à mettre vos enfants à l'Église alors que vous êtes obligé de les mettre à l'école. Oui, mais l'instruction, maintenant, elle est complètement... Maintenant, ils savent plus lire et écrire et ils savent tout sur la sodomie en couleur et en grande largeur. Attendez, moi, je suis allée à Québec, justement, avec Judith. On nous a montré un grand tableau en quadrichromie dessiné, l'appareil reproducteur sexuel masculin et féminin. Il y a l'anus des deux côtés. Vous reproduisez comment avec l'anus? Il n'y a pas de danger. Comme dirait Elie de Denet, qui en sortira n'ira jamais à l'école maternelle. Ça, c'est le génie, ça. C'est le génie, ça. Non, donc la réalité, je veux dire, la réalité de la pédophilie dans l'Église, c'est pas la peine de la masquer, si vous voulez, mais c'est pas un phénomène massif, c'est pas vrai. C'est pas plus massif, c'est beaucoup moins massif que ça ne l'est ailleurs, pour une raison évidente, c'est que l'Église ayant perdu beaucoup de pouvoir et d'influence, il y a moins de mômes à disposition pour l'Église que pour les autres. Maintenant, de dire que est-ce que l'Église a été elle-même pédophile, alors moi de ce que j'en ai vu dans l'histoire, j'ai étudié toutes ces affaires-là au cours du XVIIIe siècle, ça touchait les institutions plutôt anticléricales que les institutions cléricales. C'est-à-dire ça touchait l'hôpital général, c'est-à-dire que l'hôpital général c'était le lieu de renfermement des pauvres, et là les enfants des pauvres, les misérables. Et c'est pas l'Église qui les dirigeait, c'était les magistrats anticléricaux. Donc ça c'est clair, là je valide, j'ai toutes les preuves. Bon, bah, ça veut dire, oui, bon, que les pouvoirs en place se fassent les promoteurs de toutes ces horreurs, je pense qu'on a tous compris. Hein. On ne tombe pas de l'armoire en le découvrant aujourd'hui. Hein. C'est clair. Si on voulait interdire la pornographie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a pu interdire à un président américain d'avoir accès à Twitter et on ne pourrait pas interdire la pornographie. Si on veut, on le fait. Mais il faut une volonté politique. Et il n'y a pas de volonté politique de lutter contre la pornographie, mais c'est ça qui faisait le désespoir de Judith. Elle dit les pornographes sont devenus trop puissants. Non mais maintenant, attendez, au début ils faisaient de l'argent avec la pornographie, maintenant ils en donnent. Maintenant la pornographie elle est gratuite. On la donne gratuitement, la pornographie.
Non, mais quand nos dirigeants sont complètement dépravés, c'est tout. Donc, Ah bah ça c'est clair. voilà. Ça, c'est clair. On a des dirigeants complètement dépravés. Mais on a des dirigeants dépravés parce que nous ne sommes plus capables à l'heure actuelle de dire moi je trouve que ça c'est bien et ça c'est mal. Ah t'es moralisatrice. Ben oui je suis moralisatrice alors c'est pas bien. C'est pas bien d'être moralisateur. C'est quoi? Pourquoi à quel titre est-ce qu'on a aboli la morale? Non mais de quel droit? De quel droit? C'est parce qu'on a estimé que on a voulu faire croire que les religions étaient néfastes, comme si ce qui a remplacé les religions, c'était pas une autre forme de religion.